Cái này cái tay này. Có ông dầu không? Nên là mình tổ chức cách cho nó thông minh, cái thao tốt mà cho nó. Không thấy cái cờ xí mình xin mấy cái chốt trên đá. Tốt ở trên kia rồi hả? Tốt ở trên đó mà cũng có. Vậy là mình có đóng ở trên đó. Phải làm kỹ vậy. Dạ thưa tổng thống là tất cả cách đi hơn 4 cây số. Giờ là capo giờ làm nha là c'est la ligne de fête là. Oui. Ah bah, sinon, j'aurais tenté également le. C'est un très bon butin d'ailleurs, c'est très intéressant. Vous avez complètement occupé le village. Ah oui, ça c'est même toute la région, dans un rayon de 20 km. Et comment est-ce que vous avez fait vous avez débarqué des troupes ici ou bien Débarqué par la route, par la montagne. Et par la mer. Par la mer, oui. Còn ở đây cái này để Vân Quân hả? Tại nó dòm xuống tôi rồi kia cho nên nó còn ngắn. Dạ, thế đây địa phân quân ạ, tiểu đoàn 118. Les communistes renforcent leur pression dans ce secteur. Thiệu tient une réunion impromptue avec les officiers. Le colonel explique qu'il reste un bataillon du régiment 52 dans le secteur. Ils ont fait 3 prisonniers qui ont permis de l'identifier. Le président s'inquiète des populations. Elles regagnent les villages, lui dit-on, mais à Banteux, elles ont été attaquées. Dân Ba Tơ thì một mớ vừa ra ngoài tỉnh Đông Tống và một mớ về Gia Vực. Gia Vực. Von Mirzap, il pensait qu'il pourrait continuer à faire le Napoléon de 72, comme il était le Napoléon vietnamien de 53-54. Ở đây bao nhiêu cảnh sát à? Cả quận này bao nhiêu? Quan Tan, base de la 22e division et chef-lieu d'un district du centre Vietnam. 20 ans de carrière militaire ont appris à Thiệu que rien ne valait l'étude personnelle du terrain et le contact direct. Rồi cái hôm mà lấy lại tới giờ lên mấy đoàn? Dạ 5 xã, tới 5 xã là 5 xã đoàn, có 5 xã đoàn. Dạ. C'est ce qu'il a fait pendant l'offensive de 72, tombant d'hélicoptère dans Kon Tum et An Loc encerclés, inspectant lui-même les positions avancées à Quang Tri, au nord de Hue. Alors j'ai dit ça à quelques Américains qui me demandaient ça. Et qu'on s'attendait à ce que vous pouvez terminer cette guerre dans 3 mois avec votre massive aviation. Alors c'était au contraire le gradualisme qui prévaut dans la politique de la guerre. Alors, on ne peut pas faire une guerre avec gradualisme. La population au Nord-Vietnam s'attendait à ce qu'on libérait le Nord-Vietnam dès le premier bombardement américain en 1966. Alors, ils étaient découragés. Où étiez-vous l'autre jour? À Nha Trang. Nous sommes venus en barque. Pourquoi êtes-vous venu jusqu'ici? Je viens ici exprès pour applaudir le président. Sa Huyn, petit port du centre Vietnam. Occupé par les communistes au moment du cessez-le-feu,
le village a été libéré par les fusiliers marins après du dur combat. Quel pourcentage de dégâts? Dans les 70%. Il faudrait donner dans les 30 000 piastres par tête. Où était votre compagnie l'autre jour? À Decfo. Quels sont les effectifs restants? Dans ma compagnie, 7 personnes. Que désire la population? C'est de reconstruire et il compte beaucoup sur l'aide du président. Quel est le désir réel de chaque habitant? Des tôles et de l'argent. Parce que toutes les maisons ont été détruites par les bombardements communistes. Combien de maisons détruites? 95% à 100%. Il y a eu peu de victimes dans cette population de pêcheurs qui avait tout entière pris la mer et a attendu au large l'issue de la bataille. Maintenant, que désirent nos compatriotes? Nous demandons d'être habillés, nourris et que la situation redevienne ce qu'elle était auparavant. Pour commencer, je vous donne des tôles pour vos maisons et du riz pour vous nourrir. Il faut travailler avec acharnement et compter sur vous-même. Et je vous promets d'assurer votre sécurité. J'aime la solitude, mais je ne suis pas un homme solitaire. Dans ce sens que pour les moments de repos, de détente, j'aime être seul devant un paysage comme la mer, avec un horizon très lointain d'ailleurs, avec une vue très large. C'est pour moi une source de méditation parce que j'ai passé toute mon enfance dans mon village et puis ma maison est tournée vers la mer et puis partout je vois la mer, les lagunes et puis les montagnes. Il ne faut pas perdre cette habitude-là. C'est pourquoi j'ai passé presque tous mes week-ends là où il y a un peu de mer, ou chez mon village de natal, ou dans une île quelconque, ou au Cap Saint-Jacques. J'aime la mer avant tout. Je voudrais continuer la carrière de mon grand-père et de mon père. J'aimais voyager, j'aimais la mer. J'ai fait la marine marchande. Mon grand-père était amateur de jonques. Alors il commandait une flotte de 10 jonques, de 12 jonques pour transporter du Nurmam de Phan jusqu'à Saigon et dans toutes les provinces du sud de Saigon. Et des fois, elle est allée jusqu'à Singapour pour acheter des tissus, des étoffes, des dattiers, puis elle est allée parfois jusqu'au plus au nord de Hue, de Toural, c'est comme ça. Dans le temps, c'était des jonques, des grosses jonques.
Et il est plus fort en navigation que moi. J'ai dû lui demander des fois des conseils sur la navigation astronomique, même avec les livres que j'ai appris. C'est la pratique qui compte. Il pouvait prédire les orages. Un homme du large qui se sentait l'étroit entre les murs de sa résidence officielle. Je ne m'assois jamais dans mon bureau pour plus d'une heure. Je marchais tout le temps et puis je m'assois là, je m'assois là, je m'assois là. Pour ne pas me tenir pendant 1 ou 2 heures, exception faite des réunions des conseils des ministres. Mais si j'avais la liberté de travailler comme eux, j'ai plusieurs bureaux dans ce palais. J'ai plusieurs bureaux. Vous êtes comme Napoléon, qui ne pouvait pas rester en place. Excusez-moi, hein, mais le moment où je donne le plus d'ordre, c'est le matin quand je fais la toilette. Alors j'ai un interphone, alors là, c'est... Oui, quand je me peigne, quand je me rase, ça, c'est dans les ordres. Alors je m'en fous, là où est le Premier ministre, ou mon chef de cabinet, ou Enya, il peut être à sa maison, en voiture, en déplacement, mais il faut que je puisse parler. Ou bien donner des ordres à travers l'officier de permanence pour qu'il puisse transmettre. Mais c'est là, en ce moment-là, que viennent les idées. Les ordres viennent comme ça. Levé très tôt, Thiou prend chaque fois qu'il le peut son petit déjeuner avec son épouse. Un des rares moments de la journée où ils se retrouvent ensemble. Mais il apporte ses dossiers avec lui. Il faut démentir les bruits qui courent et examiner de près cette affaire pour que nous ne soyons pas accusés par les Américains de ne pas libérer les prisonniers. De notre côté, nous avons libéré plus du quart de ce qui était prévu. Mais les communistes continuent à nous accuser de ne pas vouloir respecter l'accord. Nous avons demandé la libération de 31 000 prisonniers. Ils n'en ont libéré qu'un peu plus de 4 000. Les communistes sont des barbares. Ils ont même tué une partie des prisonniers militaires. Ils achèvent même leurs soldats blessés et même les prisonniers communistes blessés que nous avons libérés. J'ai mis beaucoup de temps pour lire les dossiers, pour écouter mes collaborateurs d'exposer le problème. Et quant à prendre décision, j'ai pris une décision très vite, après avoir, je peux employer le mot, pigé. Et surtout, après une nuit de réflexion. Thì đã đến cái deuxième cas đó thì họ phải tỏ thiện ý cho họ làm như thành ra mình phải thực tế tất cả những cái pháp đó. Vive le président Nguyen Van Thieu. Madame Thieu visite les prisonniers militaires libérés par les communistes. Accompagnée par les femmes de l'association des femmes vietnamiennes, elle remet aux libérés des vivres et de l'argent. Et un message du président.
Ce jour-là, la présidente préparait la grande fête annuelle des Sœurs Trong, les Jeanne d'Arc vietnamiennes, qui levèrent l'étendard de la révolte contre l'occupation chinoise. Elle demande l'aide de son mari, qui appelle un aide de camp, pour faire venir à Saigon des miliciennes montagnardes recrutées sur les hauts plateaux du centre. Em nói với ông tổng trưởng là phát triển sắc tộc, vậy cầu cho 60 nữ nhân dân tự vệ thượng đó, về dự lễ Hai Bà Trưng. Vì vấn đề mà ăn ở tại Sài Gòn hay là Thủ Đức rồi này kia, ông arrange cũng cầm 60 nữ nhân dân tự vệ người thượng, 60 đủ rồi mà, 60 là 12. Nhiều lắm rồi. Madame Thieu préside l'association des femmes vietnamiennes. Elle s'occupe de cette fête des Sœurs Trong, qui est la grande journée des femmes au Vietnam. Kính thưa phu nhân tổng thống, kính thưa bà thủ tướng, kính thưa tất cả quý bà, quý chị. Hôm nay, chị em chúng tôi trong Hội Phụ nữ Việt Nam Phụ sự xã hội hết sức cảm ơn quý bà, quý chị đã vui lòng đến họp đông đủ. Un colonel précise l'ordre des cérémonies. Une colonelle, chef de l'armée féminine, s'inquiète. On nous a donné des chevaux, mais nous ne savons pas si nous pouvons les monter. Chúng tôi không biết từ đây tới đó có thể tập dượt được hay không. Vì phần diễm hành thì chúng tôi khởi sự tập dượt đây không có. Parmi les vices, je choisis le mot mauvais. Nous permettez-vous de nous entretenir avec la présidente? Sans moi. D'accord, la présidente, ça sera mieux si vous n'êtes pas là. Elle n'osera pas dire ce qu'elle pense. Il n'y a pas de secret entre, il n'y a pas de secret entre femme et mari, surtout entre ma femme et moi. Très bien. Si Monsieur le Président, racontez comment vous avez rencontré votre mari. Nous nous sommes connus à Mitho, un mois après l'affectation de mon mari à ce poste. Au cours de rencontres imprévues, il m'a remarqué et nous nous sommes fréquentés à partir de ce moment-là. Pour commencer, il a vu ma photo et il a demandé à un de ses amis de l'amener chez moi afin de me voir. Est-ce que ça a été le coup de foudre, votre rencontre? Qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là? Vous étiez étudiante? À l'époque où les Japonais occupaient Saigon, ma mère, effrayée, ne voulait plus que j'aille à l'école, de peur que je me fasse enlever. C'était réflexe de vieille dame, mais il fallait que je poursuive jusqu'à la fin mes études secondaires. Mais moi, je n'ai pas eu la chance de continuer mes études comme mes frères et sœurs. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez jeune fille? Est-ce que vous... Très traditionnaliste, ma mère voulait que j'apprenne à être une femme d'intérieur. Un grand nombre de prisonniers libérés par les communistes sont dans un état physique effrayant. Madame Thieu, accompagnée de sa fille, va les visiter à l'hôpital. Ah, vous êtes célibataire? Essayez de vous marier à votre sortie de l'hôpital. Je suis sûre que vous aurez beaucoup de succès.
Au palais de Clap, le général Thieu préside un important conseil des ministres. À l'ordre du jour, le voyage officiel qu'il va effectuer aux États-Unis. Je vais discuter avec le président Nixon des relations d'après-guerre, c'est-à-dire on ne parlera plus de guerre, mais on parlera de paix, et surtout entre les États-Unis et le Sud-Vietnam, certainement les questions d'aide économique, d'investissement, pour la reconstruction, pour le développement de long terme du Sud-Vietnam. Avez-vous été bien soigné dans les camps de prisonniers? Non, je n'ai reçu aucun soin. Quand avez-vous été capturé? Depuis le 7 avril 72. Une journée chargée. Tout de suite après le Conseil des ministres, Thieu préside un conseil réunissant tous les responsables civils et militaires de la pacification. Nous entamons notre plan de pacification de l'année 1973. Nous allons travailler énergiquement. Si nous ne suivons pas le plan de travail, nous serons en retard. N'ayez pas peur, c'est un cadeau du président. D'où vient ce petit? Il a été capturé avec son père. Maintenant, vous allez l'envoyer chez les sœurs. Mettez votre fils chez les sœurs. Lorsque vous serez libéré, vous irez le chercher. Le soldat préfère garder son fils avec lui. Le président aime à se retirer dans ce petit jardin pour étudier au calme les dossiers de l'État. Si les communistes respectaient le cessez-le-feu, il y a une solution politique très rapide, des élections qui devraient dérouler le plus vite possible. Alors la réunification ne pourrait se faire que par un choix libre et démocratique. Alors on ne peut pas espérer avoir la liberté, la démocratie sous les communistes. Donc, personne ne peut prédire quand et comment les 20 millions d'habitants du Nord-Vietnam pourraient avoir une opportunité d'exprimer leur volonté librement et démocratiquement. On écarte une guerre de réunification. Moi, j'écarte une guerre de réunification. Moi, je préconise une réunification pacifique. Avec ça, c'est très difficile de prédire, parce que tant que les communistes sont là, c'est presque non faisable. Une famille chrétienne, quel rôle Madame Thieu a-t-elle joué dans la conversion de son mari, né dans une famille bouddhiste? Không, chỉ nói rằng từ cưới cho tới ngày ông vô đạo thì Chủ nhật nào ông cũng đi xem lễ với mình, tuy là không vô đạo chứ nhưng cũng đi xem lễ nhà thờ, cũng nghĩa là không có cản mình một cái gì hết, nhưng chỉ chắc một thời gian cũng vẫn thấy mình không có nghĩa là tốt. Ông xin vô đạo cho nó cùng một đạo với mình vậy thôi. Còn tôi không có cù ông. Elle n'a fait aucune pression, mais indirectement peut-être elle a joué un rôle parce que c'est en l'accompagnant à la messe tous les dimanches que peut-être le président a reçu la lumière. Chính Thiên Chúa nhờ chúng tôi mà khích lệ anh em. Nhân danh Đức Kitô chúng tôi năn nỉ anh em hãy lòng hòa cùng Thiên Chúa. Le président lit l'épître à la messe servie par l'aumônier du palais dans la petite chapelle privée installée à côté des appartements par son prédécesseur, No Dinh Diem, catholique comme lui. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa, nguyện thương tôi theo lòng nhân hậu Chúa, xóa tội tôi theo lượng cả đức từ bi, xin rửa tôi tuyệt gốc lỗi lầm và tẩy tôi sạch lâng tội ác. Lạy Chúa, nguyện thương tôi theo lòng nhân hậu Chúa. Très pratiquant, Thiou assiste ici à la messe chaque dimanche, en compagnie de son épouse et des quelques serviteurs catholiques du palais. Aujourd'hui, c'est l'office du mercredi des cendres. Ô homme, souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. La cathédrale là, la cathédrale a été complètement détruite. Il y a bien longtemps, quand les catholiques ont été persécutés par les rois Tuduc et de la cour d'Annam. Et on appelle ça Lavin. Lavin, c'est crier très haut. Lavin. Alors on appelle ça parce que tous les catholiques s'étaient réfugiés là, au milieu des bêtes féroces. La mer est apparue, la Sainte Mère est apparue pour consoler. On appelle la mer de Lavin. Lavin, c'est parce que les catholiques, les fidèles ont crié trop haut que ça vient jusqu'à Notre-Dame et puis il apparaît pour consoler. Moi-même, j'ai prié l'autre dame de Lavin pour me donner un garçon. Mais ça, c'est le jour de la reprise de Quang Tri. Oui, 2 jours après. C'est exactement le 19 septembre, ça doit terminer les 3 mois de contre-offensive pour reprendre Quang Tri. Le 20, j'étais venu là. Et j'étais allé à Quang Tri même, dans Quang Tri même, au milieu des détonations de l'artillerie ennemie. Et ce jour-là, vous aviez donné l'ordre à tout le Vietnam de pavoiser. Oui, de pavoiser, de célébrer les messes pour toutes les religions. Dans les pagodes, les églises. Dans les pagodes, les églises, les maisons communales, de toutes les religions, de toutes les croyances, sans distinction. Et vous avez assisté à la messe, là, ou bien? Non, moi je veillais, oui. Tout ça. Alors maintenant, j'ai ramené ce bois-là, toute cette charpente pour faire ici, mais c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Vous allez reconstruire la cathédrale de Quang Tri? Je crois que oui. Ça, certainement, c'est pas le gouvernement, mais les catholiques. La majorité des Vietnamiens est bouddhiste. Aussi, le catholique Thiou est-il amené par ses fonctions à présider des cérémonies bouddhistes. Signe que la paix est en marche, ou d'un retour à la tradition, pour la première fois depuis l'abdication de Bao Dai, il y a 28 ans, les musiciens ont revêtu les anciens costumes impériaux pour accompagner à huée les cendres de Tik Trikiet, vénérable de la pagode An Quan, un des plus grands bonzes du Vietnam.
Une telle cérémonie est une affaire de famille pour tous les Vietnamiens. Le général Minh, celui qu'on appelle le Gros Minh, ancien chef du général Thieu, qui s'oppose aujourd'hui au président de la République, est venu rendre un dernier hommage au vénérable. Il précède de peu le président de la République, Nguyen Van Thieu. Thieu est un passionné de photographie. Quand il a le temps, il développe lui-même ses clichés. Tout à l'heure, il y avait un type qui voulait me photographier. Il avait le capuchon sur l'objectif et en même temps ses deux mains. Ici, le président lit les journaux de l'opposition. Quand j'étais en tournée, je parlais avec les pêcheurs, avec les ménagères, les vieillards, les jeunes, les petits écoliers, les jeunes filles qui me saluent comme ça. Les tontons est très beau, je m'arrête là. Les tontons est vieux aujourd'hui, je m'arrête. Il y a plus de cheveux blancs cette année-ci que je m'arrête pour leur parler. Ça, c'est formidable. Pour sa première visite officielle aux États-Unis, Thieu a fait acheter un Boeing par Air Vietnam. Écoutez, on va appeler l'avion présidentiel Peaceful Cooperation. Coopération et pas collaboration. Peaceful tout petit en bas et coopération très gros en haut. Je crois que l'homme qui nous connaît le plus Vietnam, qui a parlé le plus souvent à la présidence, c'est moi. Je n'aime pas le palais. Même dans le palais, je bouge tout le temps. Ce palais a été construit par son prédécesseur, Ngo Dinh Diem, sur les plans d'un architecte vietnamien Grand Prix de Rome. Thieu s'en échappe chaque fois qu'il le peut, empruntant un des 3 hélicoptères qui stationnent en permanence sur la pelouse. Homme du grand air, il aime se rendre sur le terrain, constater par lui-même comment se passent les choses. Les cailloux blancs, ça représente la mer, et puis la plage. Alors ça, en caractère chinois, c'est Tom. Tom, c'est le cœur. C'est le cœur. Alors comme le palais a la forme de ce caractère chinois, il veut compléter là
ça, c'est fidélité. Dans les maisons vietnamiennes, là où il est possible de le faire, certainement, surtout dans les générations de mon père et de nos grands-pères, il y a toujours un petit jardin. Ce petit jardin, c'est le centre de la vie quotidienne pour Thiou et sa famille. Ses appartements sont disposés tout autour. Un bureau très propre aujourd'hui. Je ne sais plus où trouver mes papiers, parce que c'est en désordre très ordonné. Oui, c'est en désordre très, très ordonné, parce que je peux trouver n'importe quel papier, là où... Et tout ça. Allez. Moi, j'ai l'habitude d'avoir tous sous les yeux, sous les mains. Moi, j'étais né à Font-Rang, qui était en Annam. Il y a ma sœur, mon beau-frère. Je surveille la maison. Ça reste comme plus un souvenir qu'une maison. Et je fais le marché, je faisais le marché dans ces villages, 2 fois par jour pour ma sœur. Voyez-vous, et puis comme ça, là. Hein. Le pont existait seulement il y a 4 années, 5 années, depuis le programme de pacification. C'est pourquoi on appelait le pont de M. Thiou. Mais d'ici, de cette montagne, j'ai surveillé les batailles navales entre Américains et Japonais dans la mer qui est à peu près 5-6 km plus loin. Et mon village a été bombardé le premier par l'aviation américaine en 1945. Parce que c'est tout près de Cameron. Alors, la chasse japonaise et la chasse américaine engageaient une bataille dans le ciel, et puis quand ils veulent de charger les bombes, il faut essayer. En 1945, tout le monde était dans la jeunesse. Dans la jeunesse sous le Bera Bao Dai, et après sous les Viet Cong, les Viet Minh. Enfin, je peux dire que l'empereur Bao Dai, il a laissé passer l'occasion. Si vraiment il était un empereur qui voulait lutter pour l'indépendance du pays, il n'aurait jamais permis aux Viet Cong à ce moment de prendre le pouvoir. Moi, je me rappelle bien quand il prenait le pouvoir à Font-Rang, où j'étais un des leaders du mouvement de jeunesse, ils avaient seulement des fusils. Nous en avons une 50aine, mais parce qu'il manquait de leadership. Alors, l'empereur Bao Dai peut-être a été trompé, disant je voudrais être un citoyen d'un pays indépendant qu'être un empereur d'un État colonisé. C'est trop beau comme déclaration, mais c'est pas pratique au point de vue politique. Je travaillais en même temps qu'étudier, parce qu'en ce moment-là, j'étais dans une situation pécuniaire assez difficile. Je m'engageais à travailler dans la direction du lycée Yersin. En même temps, je préparais mon baccalauréat. Un sportif qui tient à distribuer lui-même, dans le jardin du palais, les trophées aux vainqueurs des championnats nationaux du Vietnam. Lễ trao giải thưởng cho 5 lực sĩ trúng giải hạng nhất của 5 bộ môn sau đây: Thủ quân đội túc cầu vô địch vận động hội quốc gia kỳ 6, ông Huỳnh Văn Chiến, Hội Hải quân. Thủ quân đội bóng chuyền vô địch vận động hội quốc gia kỳ 6. C'est encore la marine qui gagne. Comment on fait le bras de fer? Comme ça ou comme ça? C'est la médaille d'or? On la met autour du cou? Anh mấy chục kilo.
Mais sa vraie passion, c'est la pêche. Il y a 1 an qu'il n'avait pu prendre la mer, depuis l'offensive communiste de mars 72. Thì quấn cái chính giữa lại để ông đầu bên đây mà nó có hung nặng tắm á. Đó. Alors ceci, des fois j'en ai attrapé jusqu'à 15 ou 10 à moi seul. Mais dans un bateau, comme il y a 3 lignes comme ça, on a attrapé jusqu'à 20 poissons comme ça. Et puis des poissons rouges. Ce jour-là, le président pêche au large de Conson, l'ancien bagne de Pulo Condor. Như vậy là mình về Hòn Tre đây. Là, j'espère en avoir quelques autres parce que này có khỉ đây. Sur cette montagne, il y a des singes et des gros lézards. Còn cái hòn Tre nhỏ đó là có Il y a aussi des pigeons énormes, des chauves-souris et des roussettes. Les Chinois en sont très friands. Il paraît que leur sang guérit l'asthme. La chair de tortue de mer, c'est délicieux. Hein? Vin blanc ou bien on fait ça à la vietnamienne, si on peut faire ça avec au vin blanc, à la française. Ở đây dọc theo này mấy cái plage rồi không? Quand j'étais à l'âge de 7 ou 8 ans, vous voyez, j'ai vu une fois de mes propres yeux une scène de sortie des pêcheurs de ces poissons près de mon village. Alors ils partaient de très bonne heure le matin, vers 3 ou 4 heures du matin, avec des torches. Et puis ils entonnaient le chant de pêcheurs. C'est formidable. Ça me rappelle dans mon souvenir pour moi. Vous ne vous rappelez pas les paroles? Non. Il y a trop longtemps. J'aime bien les chansons. Qu'est-ce qui vous a amené à vous engager dans l'armée? C'est la situation au Sud-Vietnam. J'étais dans la première promotion des officiers de l'armée nationale vietnamienne. Nous étions 13. Nous étions des sous-lieutenants élèves, c'est-à-dire la 3e année de Saint-Cyr. Oh, j'avais des très bons amis. Il y a toute une promotion qui venait ici se battre. C'est la promotion Général Frère qui venait ici se battre. Alors, j'ai des amis très intimes, des très bons amis de promotion qui ont été tués au Vietnam. Un de mes meilleurs amis qui a été tué 7 jours après son arrivée au Vietnam dans le Nord. On m'a dit que la dernière bataille à laquelle vous aviez participé avec l'armée française, c'était l'opération Atlante. Atlante. Oui. Pas avec les Français, pas avec l'armée française, parce que ça, c'est la première fois que l'armée vietnamienne a été donnée un secteur et j'étais assigné à Binh Dinh pour commander 10 bataillons pour débarquer. Mais comme il n'y a pas 10 bataillons au moment voulu, alors je dois débarquer à Som Cao, beaucoup plus au sud, et puis remonter jusqu'à Binh Dinh. Mais tous nous étions des Vietnamiens dans cette opération, soutenus par la logistique française, et commandés par les Vietnamiens. C'était la première fois qu'il y avait un secteur confié complètement aux Vietnamiens? Non, j'étais au secteur de Hưng Yên au Nord-Vietnam, au sud de Hanoï,
Ça, c'est le premier secteur vietnamisé. Alors, c'est le morceau le plus dur qui a été passé à nous par la zone sud. Enfin, je travaillais avec les gens en Cugny. Alors, j'ai plusieurs fois respecté, et puis même j'envoyais un rapport de tonnerre au général Cugny, il était venu. Qui a rédigé ces rapports? Alors, il y a le commandant, un commandant français qui est chef d'état-major, un colonel vietnamien qui était commandant du secteur, moi j'étais lieutenant, chef du 3e bureau. J'ai rédigé le rapport. Et il signe comme ça. Après avoir lu, il signe. Le commandant même, Jean Cugny, dit que c'est formidable ce rapport. Il ne pensait pas que c'est le commandant français qui avait osé écrire ce rapport. Quel est celui qui a rédigé ce rapport? Je dis que mon général, c'est moi. Je dis que pourquoi? Mais je dis que je dois dire la vérité. Alors, Général Hung, qui est mon chef d'état-major, il a été signalé par Jean Cugny. Général Hung était venu, dit que viens ici. C'est bon, c'est bien, comme officier, mais tu n'as pas encore le droit de faire ça. Tu feras ça quand tu seras général, mais pas maintenant. Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment de la chute de Dien Bien Phu? J'étais en ce moment-là lieutenant-colonel à Samkau. Tout le monde, officier vietnamien comme français, était très triste parce que ça c'est... Mais moi je vous dis franchement, s'il n'y avait pas la politique en France, si on n'est pas battu en politique, on ne sait pas même à Paris, la chute de Dien Bien Phu avec la perte de 15 000 hommes, ça ne justifie pas la perte d'une guerre. Et la chute de Dien Bien Phu, en comparaison avec la chute de Quang Tri, de Con Tum, de Binh Dinh, qu'est-ce que c'est? Et 15 000 hommes par rapport à 180 000 Français, c'est même pas un dixième de l'armée, plus 120 000 Vietnamiens. On peut toujours continuer la guerre si on en avait les moyens. C'est juste qu'on a dit qu'on a perdu la guerre à Paris, mais pas en Indochine. Dien Bien Phu, mais si on croit qu'on ne même pas pouvoir retrouver sur la carte, c'est un nom tout à fait inconnu. Chef de l'État, Thieu est aussi commandant des forces armées. C'est elle qui l'ont porté au pouvoir avant que les électeurs confirment le choix de ses pairs. Au Conseil des généraux, réuni au palais, Thieu déclare: la paix ne doit pas nous endormir. Restez vigilants. Tôi thấy có bộ Thời Bình, có bộ Mã trong thời chiến, thấy không quýnh giặc mà có bộ khỏe, ít rắc rối. Dès le début de 68, Võ Nguyên Giáp a fait une erreur très grave et il a recommencé cette erreur en 72. Il a sous-estimé l'armée sud-vietnamienne. Il a sous-estimé aussi l'armée américaine et il croyait que tout devrait se passer au Vietnam en 67-68 comme c'était passé au Vietnam en 53 ou en 54. Or, tout était différent. L'armée française, en ce moment-là, n'était pas aussi puissante que l'armée américaine et bien dotée au point de vue matériel que l'armée américaine dans cette guerre. De plus, l'armée vietnamienne est considérée comme si elle n'existait pas. Il y a quelques bataillons, régiments séparés sous le commandement vietnamien ou sous le commandement français. Il n'y avait presque pas de gouvernement. Les leaders de Hanoï n'ont pas bien compris tout ça.
C'est pourquoi ils ont commis des erreurs très graves au point de vue politique, psychologique comme militaire. C'est aussi une des causes de leur défaite, parce qu'ils ont mal compris, ils s'étaient trompés, que la guerre de 65-72 devrait être comme la guerre de 50-54. Đại bác lớn mà cái đồ này là nó ít, nhưng mà cái đồ này xài bằng điện á, nó nhấn chỗ này nè, cái này nè. Thiou examine les armes prises à Sawin. C'est la première fois que ces canons anti-aériens, très modernes, tombent aux mains des soldats gouvernementaux. Cái này cái tay này. Có ông dầu không? Nên là mình tổ chức cách cho nó thông minh, cái thao tốt mà cho nó. Tổng thống thấy cái cờ xí mình xin mấy cái chóp trên tàu. Tốt ở trên kia là hả? Tốt ở trên đó mà cũng có. Vậy là mình có đóng ở trên đó. Phải làm kỹ hết. Dạ thưa tổng thống là tất cả cách đây hơn 40 số. Đây giờ là couple giờ làm nha là c'est la ligne de fête là. Oui. Sinon, ils auraient tenté également le... C'est un très bon butin d'ailleurs, c'est très intéressant. Vous avez complètement occupé le village. Ah oui, ça se fait. Même toute la région, dans un rayon de 20 km. Et comment est-ce que vous avez fait vous avez débarqué des troupes ici ou bien débarqué par la route, par la montagne. Et par la mer. Par la mer, oui. Còn ở đây bên này, cái này để Vương Quân hả? Tại nó dòm xuống tôi rồi kia, cho nên nó còn ngắn. Dạ, thế đây địa phương quân ạ, tiểu đoàn 118. Les communistes renforcent leur pression dans ce secteur. Thiou tient une réunion impromptue avec les officiers. Le colonel explique qu'il reste un bataillon du régiment 52 dans le secteur. Ils ont fait 3 prisonniers qui ont permis de l'identifier. Le président s'inquiète des populations. Elles regagnent les villages, lui dit-on, mais à Venteux, elles ont été attaquées. Dân Ba Tơ thì một mớ ra ngoài tỉnh Tổng thống và một mớ về Gia Vực. Gia Vực. Van Mienzap, il pensait qu'il pourrait continuer à faire le Napoléon de 72, comme il était le Napoléon vietnamien de 53-54. Ở đây bao nhiêu cảnh sát, cả quận này bao nhiêu? Quan Tan, base de la 22e division et chef-lieu d'un district du centre Vietnam. Sĩ quan này 20 ans de carrière militaire ont appris à Thiou que rien ne valait l'étude personnelle du terrain et le contact direct. Ở đây mấy đoàn? Từ cái hôm mà lấy lại tới giờ lên mấy đoàn? Dạ 5 xã, nói 5 xã là 5 xã đoàn, dạ có 5 xã đoàn. Dạ. C'est ce qu'il a fait pendant l'offensive de 72, tombant d'hélicoptère dans Kon Tum et An Loc encerclés, inspectant lui-même les positions avancées à Quang Tri, au nord de Hue. Alors j'ai dit ça à quelques Américains qui me demandaient ça. Et qu'on s'attendait à ce que vous pouvez terminer cette guerre dans 3 mois avec votre massive aviation. Alors c'était au contraire le gradualisme qui prévaut dans la politique de la guerre. Alors, on ne peut pas faire une guerre avec gradualisme. La population au Nord-Vietnam s'attendait à ce qu'on libérait le Nord-Vietnam dès le premier bombardement américain en 1966.
Alors, ils étaient découragés. Si j'avais tous les moyens nécessaires, j'aurais cassé le corps de bataille de ZAP, même au Laos, en 1971. Vous n'aviez pas suffisamment de moyens à l'époque. Pas suffisamment de moyens. La logistique était très difficile, très loin. Et les Américains ne voulaient pas s'engager totalement dans cette bataille. Vous connaissez le général Diap, personnellement? Non, j'ai entendu parler de lui. J'ai entendu parler de lui comme un professeur d'histoire dans un collège, au collège des Jalons à Hanoï, quand j'étais encore collégien. Mười tội ác của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tội ác thứ nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam là tội cướp nước, giết chiêu bài giải phóng miền Nam, chống Mỹ xâm lược, nhưng thực chất là xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa, nhằm đưa cả nước và xã hội chủ nghĩa không tưởng theo lệnh của quan thầy Liên Xô, Trung Cộng. Hồ Chí Minh và bè lũ Cộng sản Bắc Việt đã xua quân cưỡng chiếm miền Nam, gây nên một cuộc chiến tranh tương tàn cốt nhục, đẫm máu và nước mắt, kéo dài suốt 20 năm, khiến cho hàng triệu người Việt phải chết thảm thương vì bom mìn, súng đạn. Nhà nhà đều phải mang vần khăn tang trắng, đau khổ trước cảnh chia ly, loạn lạc, tàn sát và hận thù. Tội ác thứ hai của Đảng Cộng sản Việt Nam là tội bán nước. Đảng Cộng sản Việt Nam đã tự ý dâng đất, nhượng biển cho Tàu Cộng nhằm đổi lấy quyền lợi cho cá nhân và phe đảng, là trái ngược với lịch sử ngàn đời của cha ông, từng đổ máu hy sinh, kiên cường đấu tranh để dựng nước và giữ nước. Tội ác thứ ba của Đảng Cộng sản Việt Nam là tội buôn dân, cướp đất. Trong lịch sử chưa bao giờ người phụ nữ Việt Nam phải đi lập gái trên khắp xứ người, trẻ em phải sa vào kỹ nghệ tình dục, thanh niên phải làm lao nô để chủ nhân ngoại quốc đọa đầy bóc lột. Đảng Cộng sản Việt Nam còn tham lam chiếm đất công, cướp đất từ để chia chác làm giàu trên nỗi đau khổ của hàng triệu dân oan, để họ phải sống vất vưởng không nhà không cửa, chết thảm thương ngoài đầu đường xó chợ hay nơi vùng kinh tế mới rừng thiêng nước độc. Tội ác thứ tư của Đảng Cộng sản Việt Nam là tội ác phản dân tộc. Trải qua 1000 năm nô lệ bởi giặc Tàu, 100 năm bị đô hộ bởi thực dân, dân tộc Việt Nam đã phải sống trong điêu linh nhục nhằn thống khổ, cho đến khi Đệ Nhị Thế Chiến chấm dứt mới được trao trả tự do độc lập. Thì Hồ Chí Minh và bè Đảng Cộng sản Việt Nam lại mang tà thuyết phản dân tộc là chủ nghĩa xã hội, để biến Việt Nam thành một nước xã hội chủ nghĩa, gây bao cảnh chết chóc tang thương, hãi hùng, máu thấm sâu lòng đất, xương phơi trắng Trường Sơn và bể đông trôi nổi xác người dân lành vô tội. Tội ác thứ năm là tội giết người thủ tiêu, bịt miệng. Hễ ai không đồng ý đồng tâm với mình thì Đảng Cộng sản Việt Nam lập tức tìm cách giết người, thủ tiêu, bịt miệng. Từ những việc thanh toán đối lập đến vu vạ giết sạch địa chủ cường hào, nhân vật giai phẩm, Đảng Cộng sản Việt Nam đã pháo kích, giật miền, giết người bừa bãi, thậm chí còn dã man chôn sống hàng ngàn dân lành vô tội trong ngày Tết thiêng liêng cổ truyền của dân tộc, để tiếng kêu than khóc vọng thấu trời xanh. Tội ác thứ 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam là dùng bạo lực sắt máu áp đặt lên đầu dân tộc Việt, bắt phải theo chủ nghĩa xã hội, từ chối ông bà tổ tiên, từ bỏ niềm tin tôn giáo thiêng liêng, xúc phạm cả đến trời, đến Chúa, đến Phật. Để tôn thờ quan thầy Cộng sản lê lên khăn mát, Đảng là trên hết,
Đảng nhập nhằng giữa đảng với tổ quốc. Cờ máu của đảng là cờ của tổ quốc. Tội ác này là tội ác cưỡng ép mọi người phải vô thần, vô gia đình, vô tổ quốc, khiến con phải tố cha, vợ tố chồng, anh em sẵn sàng giết hại lẫn nhau vì Bác và Đảng. Tội ác thứ 7 của Đảng Cộng sản Việt Nam là tội tham nhũng, thối nát, bóc lột, lừa đảo nhân dân. Đây là chủ trương quốc sách của Đảng, khiến cho bao người phải trắng tay, nghèo nàn cơ cực, nhân dân bữa đói bữa no, ốm đau chẳng ai lo, sống chẳng khác nào như dân nô lệ, phải làm tôi mọi xứ người. Tội ác thứ 8 của Đảng Cộng sản Việt Nam là tội vô văn hóa giáo dục, lấy tư tưởng Hồ Chí Minh, kẻ tội đồ số 1 của dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam đã áp dụng kế hoạch 100 năm trồng người nhằm đào tạo con người trở thành những kẻ sát máu vô nhân tính, lãnh cảm, dửng dưng trước những nỗi đau thương của đồng loại. Đảng Cộng sản Việt Nam điên cuồng theo đuổi chủ nghĩa ngoại lai, phản dân hại nước, lại xem đó là kim chỉ nam xây dựng con người. Chính vì vậy mà tuổi trẻ Việt Nam mất định hướng, đất nước Việt Nam không có tương lai, và con người Việt Nam bỗng dưng chủ bại, dân tộc sinh yếu hèn. Tội ác thứ 9 là Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm cho xã hội mỗi ngày một suy đồi, với chính sách ngu dân để trị, bần cùng hóa nhân dân để dễ bề kìm kẹp, dùng hào nhoáng, ăn chơi trụy lạc che mắt thế gian, lấy phồn vinh giả tạo để mị dân. Từ đó hố giàu nghèo cách biệt, không công việc làm, trai sinh ra trộm cướp giết người, ma túy xì ke đầy rẫy, phụ nữ thì đứng đường bán thân nuôi miệng, giang hồ phiêu bạt, làm dâu xứ người, mang nỗi nhục quốc thể. Tội ác thứ 10 của Đảng Cộng sản Việt Nam là khôn nhà dại chợ. Bên trong thì đàn áp bịt miệng, cướp của giết người, bên ngoài thì khiếp nhược yếu hèn, sẵn sàng cầu vinh bán nước. Do đó chuyện mất nước bại vong nay mai xảy ra là điều khó tránh được. Đất nước Việt Nam rồi đây sẽ bị xóa tên trên bản đồ thế giới. Dân tộc Việt Nam sẽ bị đồng hóa bởi Tàu Cộng và trở lại một thời kỳ nô lệ như đã có từ ngàn năm trước. Dậy mà đi bước tung vòng gấm cùng, cách mạng đầu là cách mạng bản thân. Dậy mà đi bước tung vòng gấm cùng, sức mạnh nào bằng sức mạnh toàn dân. Dậy mà đi khắp năm châu cùng bước đi, cây tự do đã ươm trong lòng đất quê. Cành hoa lại tỏa hương xa, truyền tin mừng đến mọi nhà, cây tự do tưng bừng nở hoa. Dậy mà đi bước tung vòng gấm cùng, chế độ này là chế độ mỹ dân. Dậy mà đi bước tung vòng gấm cùng, chế độ này là chế độ phi nhân. Dậy mà đi bước chân tự do, nhà của ta cớ sao cho kẻ thù. Ruộng của dân cớ sao bị tịch thu, nhà Việt Nam cớ sao như trại tù. Dậy mà đi phá tung nhà lao, chẳng vùng lên sẽ luôn luôn khổ nghèo. Chẳng vùng lên sẽ muôn năm ngục tù, chẳng vùng lên cháu con nô lệ Tàu. Dậy mà đi bước tung vòng gấm xiềng, chống bao quyền làm nước nhà ngựa. Dậy mà đi bước tung vòng gấm xiềng, không xoay đông cách mạng vùng. Dậy mà đi.
dậy mà đi bước tung vòng gông cùng. Cách mạng đâu là cách mạng bản thân, dậy mà đi bước tung vòng gông cùng. Sức mạnh nào bằng sức mạnh toàn dân. Dậy mà đi khắp năm châu cùng bước đi, cây tự do đã ươm trong lòng đất quê. Cành hoa lại tỏa hương xa, truyền tin mừng đến mọi nhà, cây tự do tưng bừng nở hoa. Dậy mà đi bước tung vòng gông cùng, chế độ này là chế độ mỹ dân. Dậy mà đi bước tung vòng gông cùng, chế độ này là chế độ phi nhân. Dậy mà đi bước chân tự do, nhà của ta cớ sao cho kẻ thù. Ruộng của dân cớ sao bị tịch thu, nhà Việt Nam cớ sao như trại tù. Dậy mà đi phá tung nhà lao, chẳng vùng lên sẽ luôn luôn khổ nghèo. Chẳng vùng lên sẽ muôn năm ngục tù, chẳng vùng lên cháu con nô lệ tàu. Dậy mà đi bước tung vòng gông xiềng, chống bảo quyền làm nước nhà hưởng nghiêng. Dậy mà đi bước tung vòng gông xiềng, khắp mọi miền cùng cách mạng vùng lên. Dậy mà đi, 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 dậy mà đi. dậy mà tiếng trong Thái Bình rền vang khắp non sông nhà, trẻ nhỏ theo già từ vùng nông thôn tiến ra, quyết chí sông pha đứng lên đấu tranh cho đời, muôn người một lời quyết giành tương lai sáng tươi. Việt Nam ta đứng lên cùng sông pha khói tên. Việt Nam con cháu tiên nguyện đem thân đảm đền. Tiếng hát vang lên quỳnh tôi sẽ tan đêm dài, vạn người đứng dậy một lòng gọi cơn nắng mai. Vũ khí trong tay đấu tranh quyết không khoan nhượng, bóng người dập đường thái bình diệt quân bất lương. Việt Nam ta đứng lên cùng sông pha khói tên. Việt Nam con cháu tiên nguyện đem thân đảm đền. Máu tươi sân trường thọ xuân đứng lên làm người, cùng kẹp bao đời nào để quân gian tháo lui. Tiếng sông Linh Giang đã xua hết quân tham tàn, máu người quỳnh phù thấm vào từng bông lúa vàng. Việt Nam ta đứng lên cùng sông pha khói tên. Việt Nam con cháu tiên nguyện đem thân đảm đền. Tiếng ru xoay đời tràn lan khắp trên ba miền, thành thị bưng quyền lừa dậy trong đêm chiến tranh. Tiếng thét xung phong đã bao khắp trên quê mình, mấy mươi triệu người một lòng cùng nhau đứng lên. Việt Nam ta đứng lên cùng sông pha khói tên. Việt Nam con cháu tiên nguyện đem thân đảm đền.
nghĩa cầu. Hàng chiều dân thiện, hàng chiều con tim đơn đau, xóa hết đêm sâu, nắm tay bắc ngang nhịp cầu. Quốc nội hải ngoại chung đường và chung sức nhau. Việt Nam ta đứng lên cùng sông pha khói tên. Việt Nam con cháu nguyện đem thân cảm về.
Việt Nam ơi, thời gian quá nửa đời người và ta đã tỏ tường rồi. Ôi cuộc đời ngày sau tàn lửa khói, mẹ Việt Nam đau từng cơn xót dạ nhìn đời. Người lầm than đói khổ nghèo nàn, kẻ quyền uy giàu sang dối gian. Giờ đây Việt Nam còn hay đã mất, mà giặc tàu ngang tàn trên quê hương ta. Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội chết ngập ngùi vì tay súng giặc nào. Làm một người con dân Việt Nam, lòng nào làm ngơ trước ngoài xăm. Người người cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi. Từng đoàn người đi chẳng nề chi, già trẻ gái trai giơ cao tay chống quân xâm lược, chống kẻ nhũ nhược ban nước Việt Nam. Việt Nam ơi, thời gian quá nửa đời người và ta đã tỏ tường rồi. Ôi cuộc đời ngày sau tàn lửa khói, mẹ Việt Nam đau từng cơn xót dạ nhìn đời. Người lầm than đói khổ nghèo nàn, kẻ quyền uy giàu sang dối gian. Giờ đây Việt Nam còn hay đã mất, mà giặc tàu ngang tàn trên quê hương ta. Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội chết ngập ngùi vì tay súng giặc tàu. Là một người con dân Việt Nam, lòng nào làm ngơ trước ngoài sông. Người người cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi. Từng đoàn người đi chẳng nề chi, già trẻ gái trai giơ cao tay chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược ban nước Việt Nam. Xin hỏi anh là ai? Sao bắt tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai? Không cho tôi xuống đường để tỏ bày tình yêu quê hương này. Dân tộc này đã có nhiều đắng cay. Xin hỏi anh ở đâu? Ngăn bước tôi trong giặc tàu ngoại xâm. Xin hỏi anh ở đâu? Sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi? Dân tộc anh ở đâu? Sao đang tâm làm tay sai cho tàu? Để ngàn sau ghi dấu bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào. Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng. Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm
1000 năm hay triền miên tăm tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người. Cội nguồn ở đâu khi thế giới này đã không còn Việt Nam. Xin hỏi anh là ai? Sao bắt tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai? Không cho tôi xuống đường để tỏ bày tình yêu quê hương này. Dân tộc này đã quá nhiều đắng cay. Xin hỏi anh ở đâu? Ngăn bước tôi chống giặc tàu ngoại xâm. Xin hỏi anh ở đâu? Sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi? Dân tộc anh ở đâu? Sao đang tâm làm tay sai cho tàu? Để ngàn sau ghi dấu bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào. Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng. Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm 1000 năm hay triền miên tăm tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người. Cội nguồn ở đâu khi thế giới này đã không còn Việt Nam? Tôi không thể ngồi yên